fait, c'est d'être heureux dans ta vie, d'arrêter de faire le chevalier vaillant à vouloir absolument sauver le monde, créer des boîtes extraordinaires. Mais je pensais qu'il me fallait un diplôme pour réussir. Tu vois. Ma stratégie, qui est pas la bonne, ça a toujours été all-in à chaque fois. Je m'appelle Thomas Rivol. Je pense que tu as 0,001% de chance de créer une boîte à 1 milliard, mais tu as 90% de chance de réussir à créer un business qui te génère 4-5 000 euros de revenus nets par mois. Mais avant, je vais faire du sale. Et si la vente était la compétence la plus importante au sein d'une entreprise et qu'exceller commercialement pouvait accélérer sa croissance et la rendre incontournable? Je m'appelle Axel Bonbesin, je suis le fondateur de Deally, l'agence qui forme et coach les équipes commerciales des PME et des startups. Vous écoutez Deal, le podcast qui met en lumière la vente et qui vient comprendre de quelle manière les entreprises à succès s'y sont prises pour exploser commercialement. Salut Thomas, comment ça va? Salut Axel, très bien et toi? Bah écoute, en pleine forme, très contente de t'accueillir parmi nous. Bah pareil, merci pour l'invitation, très cool. On va parler d'un sujet, je crois, qui nous parle à tous les deux, la vente, partie sales. Absolument. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour les personnes qui ne te connaissent pas? Carrément, je m'appelle Thomas Rivol, je suis entrepreneur depuis une dizaine d'années, voire un peu plus. Okay. J'ai monté différentes boîtes B2C, puis après B2B. J'ai eu un passage de sales et head of sales chez Kimono, donc en startup. Et maintenant, j'ai une boîte qui s'appelle le Sales Lab. On fait des tunnels de vente pour solopreneurs et entrepreneurs. Je fais un peu de formation, je fais un peu de coaching à côté, enfin pas mal de petits trucs pour le plaisir. Bon, un beau bagage, on va dire, sales. Donc, on va avoir pas mal de petites choses à parler. Pour qu'on ait un peu un ordre d'idée, tu dis que ça fait 10 ans, c'est ça que tu es dans l'entrepreneuriat? Un peu plus, ouais. J'ai commencé ma première boîte, alors entre guillemets boîte, j'avais 18 ans. Donc petite boîte. Comme tous les deux. Enfin, comme moi, moi aussi, c'était 18 ans. Voilà, et 31 là, donc ça fait 13 ans, quoi, en gros. Comme ça. Donc, toi, ta première expérience, c'est quoi exactement dans l'entrepreneuriat? Première expérience, toute première, j'étais à l'époque à l'ESSEC, la seule année que j'ai passée là-bas avant de me barrer et de drop out comme un imbécile. Mes décisions, on en parlera, que j'ai pas regretté. C'était une sorte de marque de fringues, un peu sexy, qu'on vendait en boîte pendant les soirées, enfin un truc un peu classique. Un truc vraiment d'étudiant, quoi. Ouais, je pense que tous les étudiants entrepreneurs ont commencé par monter une petite marque de fringues, t-shirt floqué, casquette. C'est vrai en plus. Et en vrai, c'est con, mais tu sais, grosse demande de communauté. Enfin, tu vois, tu sentais que les gens bien sûr. voulaient des trucs auxquels se rattacher. Et tu te dis, bah tiens, j'ai monté une marque de fringues. Donc, on a créé le truc en 2 jours. C'était qui tes clients, genre les BDE, les trucs comme ça, ou non? C'était les étudiants directement, en fait. Ouais, tu vois, c'était une grosse soirée qui était prévue. On s'est chauffé 2-3 jours avant à créer une sorte de petite marque de fringues qui s'appelait GMP. C'était Good Morning Paris. Donc, il n'y a pas plus bullshit comme nom. Tu vois, mais c'était drôle. Et casquettes un peu à la Chrome Art. Je sais pas si tu te rappelles à l'époque, les casquettes qu'ils avaient un peu en boîte. Non, c'est quoi? Avec le filet derrière là? Ouais, et les trucs un peu devant, logo, machin, etc. Ok, je vois. Donc on a fait un truc dans ce style et ça s'est bien vendu parce qu'en fait, marketing un peu pas agressif, tu vois, mais. Tu vendais ça comment? T'avais fait un petit site ou directement. Soirée en boîte. Ouais. On avait fait imprimer, je sais pas, 300 casquettes, 300 t-shirts. Ok. Et à l'entrée, il y avait un petit stand et puis dedans, il y avait un stand. Et tu vendais. Ok. Donc par contre, il fallait sortir l'argent d'abord parce que il fallait un peu de stock. C'était pas grand chose. Et après, j'ai toujours fait des petits boulots à gauche à droite pour faire un peu de cash, pour monter des projets, etc. Donc t'avais facilement 1000 balles, 2000 balles, tu vois, investir là-dedans. Donc t'investissais 1000, 2000 balles, t'avais de la cam? Ouais. Et tu margeais à 50%, voire plus. C'était même pas une vraie boîte, tu vois, c'était un micro-projet. Ok. Mais tu comprenais le truc de créer un produit, le marketer, trouver une cible. Ouais, carrément. Et après, dans la première vraie boîte, c'était une application de coaching sportif, Capital Training. Que j'ai gardé pendant 5 ans après. Comment ça t'est venu juste déjà alors, je suppose, t'aimes le sport, ça je le sais. Je kiffe le sport. Mais juste, comment d'un seul coup se mettre à créer une app? Parce que j'ai été responsable commercial d'une boîte justement où on faisait des apps mobiles. Okay. Je sais le boulot que c'est, surtout si tu veux une app iOS et Android. Enfin bon, comment t'es parti dans ce projet, quoi? Bah écoute, passion du sport déjà de base. Ouais. À l'époque, j'avais bossé quelques mois dans la boîte d'un investisseur. Un ancien invest, en gros, qui était un pote de mon père, donc j'ai connu comme ça par connaissance, qui avait des salles de sport dans Paris et hors Paris. Je vois la demande d'un suivi quand les gens sont pas en salle de sport. Genre, en gros, comment tu fais pour t'entraîner quand t'es chez toi? T'as pas de conseils, t'as quelques vidéos YouTube un peu dégueu, t'as pas d'exo, tu sais pas quoi faire, t'as pas le matos, enfin tu vois. Ouais. Et à l'époque, je crois dans une soirée, je croise un ancien pote d'enfance que j'ai un peu perdu de vue, et on parle de ça. Et lui, il me dit, mec, en ce moment, les apps, c'est la folie. Il y a 12 ans, les applications, c'était un truc de fou, tu vois. C'était vraiment une dinguerie. Mais et il me dit, viens, on fait une app et tout. Je dis, un truc de sport, pourquoi pas. Et en fait, le truc germe pendant la soirée. On se revoit le lendemain. On lance un Ulule, truc de financement participatif, là. Et on est contacté le soir même par une chaîne de télé qui s'appelait Sport 365, je sais pas de conneries à l'époque, qui nous dit, on trouve le projet chambé, on vous veut demain matin en live, en plateau à 9h du mat. Mais attends, raconte, à l'époque, t'as au moins des dessins, Il y a 3 screenshots faits à l'arrache le jour même, plus le projet, en gros, on veut créer une app, machin. Mais c'est un projet, quoi. C'est un projet. Ça n'existe pas. Il n'y a rien.
Juste un projet. Et on apprend ça à 19h, 20h. Et on débarque en plateau le lendemain matin. Première interview de ma vie, premier direct, première interview. Première pression, je suppose, de dingue. La tête qui tremble et tout, tu sais, le stress de fou, tu vois, mais c'était marrant. Et on pitch le truc. On finit par trouver des invests et on se lance. On se lance et alors le schéma classique, tu vois, après faire un deck, lever des fonds, machin, qui à l'époque était, selon moi, le seul moyen de réussir et d'être considéré, tu vois. J'ai appris bien longtemps après qu'on pouvait faire différemment. Mon premier projet, tu vois, vraiment chômé, je bossais dessus pendant mes études à côté. Donc en fait, j'ai drop de l'essai, je me suis barré. C'était quoi le moyen de conversion? Là, tu parles justement que tu fais une cagnotte Ulule, mais vous aviez déjà des communautés sur des réseaux, des trucs comme ça? Rien du tout? Que dalle, on est parti from scratch à poil. 100%. Ok. On a tout cramé en influenceur, quasiment. D'accord. Donc on est monté très très vite. À l'époque, les apps de sport, il n'y en avait pas, ou peu. Ouais, carrément. Il y avait Freeletics, il y avait Adidas qui commençait, mais c'était vraiment le tout début. Et il y a Nike qui arrivait quelques temps après. Ouais, avec et qui nous a fait beaucoup de mal parce qu'on faisait la même chose, mais moins bien, tu vois. Donc forcément, voilà. Souvent le cas quand même. Et ouais, quand ils s'y mettent, tu fais souvent moins bien. Bien sûr, de ouf, tu vois. Donc voilà, et puis à l'époque, on était des gosses, tu vois. On connaissait rien au business, communauté, machin. Donc en fait, on a levé un peu de pognon, on a fait une V1 de l'app avec une agence. Donc on sous-traite au lieu de prendre une team en interne, tu vois, qui sort une app chambée. Et en fait, on crame tout sur les influenceurs pour créer une sorte de communauté via l'Insta, avec des jeux, des machins, des trucs. Je sais pas, on a dû faire peut-être 100, 120, 130 000 téléchargements, un truc comme ça. Donc c'était pas dégueu, tu vois. Beaucoup, quand même. On a fait top 1 sur l'App Store Forme Santé. Ah ouais, non, c'est beaucoup. 130 000, c'est beaucoup. Donc c'était cool. Après, à l'époque, il n'y avait pas autant d'applications, tu vois. Je pense que le refaire maintenant serait bien plus compliqué. C'était quoi le business model? C'était un abonnement, en gros, freemium, classique, tu vois. Tu commences en gratos et après, si tu fais un programme personnalisé, on avait une sorte d'arborescence avec, tu vois, 300 programmes types. Et si tu veux un truc personnalisé, c'était genre. Il y avait le petit cadenas et si tu veux. Exactement. Ok. Classique, tu vois. Ouais. Mais il faut remettre dans le contexte, il y a 12 ans. Il y a 12 ans. Il n'y a pas ça. C'était un truc, tu vois, pour nous, c'était incroyable. Ouais. Donc bref, on a bossé assez longtemps là-dessus. Et je te dis, logique, en fait, pas assez de rentabilité et plus de croissance à tout prix, choper des nouveaux membres, etc. Et du coup, pas de business, quoi, pas de cash 40, enfin du cash 40, mais pas assez pour que ce soit intéressant. Et donc, on a fini par revendre une partie très mal quelques années plus tard. Mais en fait, c'était une belle expérience parce que je faisais ça. Et à côté, je pensais qu'il me fallait un diplôme, absolument. Donc, tu étais en. Donc, j'ai fait un master management entrepreneuriat. D'accord. Dans une école où j'avais bien pompeux, où tu sais même plus où est le papier, mais tu l'as. Après, ils étaient super sympas, ils étaient cool. Ils m'avaient dit, OK, tu peux aller à la moitié des cours et le reste du temps monter ta boîte, on s'en fout, on le couvre. Enfin, il y avait un petit deal comme ça qui était très cool, tu vois, donc sympa. Mais je pensais qu'il me fallait un diplôme pour réussir, tu vois. Ok. Ce qui peut être le cas parfois. Hein. Ouais, bien sûr. Un médecin, par exemple, ils ont besoin d'avoir des diplômes. Hein. Heureusement, tu vois. Mais un master entrepreneuriat, pour moi, c'est compliqué, tu vois. Sauf si c'est des très bons profs qui sont des intervenants, c'est compliqué, tu vois. Ouais. Avant tout, c'est un mindset. Enfin, tu vois, il y a beaucoup de ça, quoi. Et l'école, ils vont pas t'apprendre le mindset. Quoi. Ils vont pas te formater entrepreneur du jour au lendemain. Exactement. Donc, du coup, je faisais ça en même temps. Et puis, au bout d'un moment, après, j'ai fait une année full-time en post-master. Okay. Et je me suis dit, c'est bon, c'est plus rentable. C'est pas rentable. Et je me payais 500 balles par mois à l'époque. Ouais. Même pas. Donc au moment, tu te dis c'est bon. Ouais, parce que surtout, tu investis du temps, quoi. Ouais, et on bossait comme des dingues. Et je me suis fait, j'en ai jamais parlé en podcast d'ailleurs, mais je me suis fait une déprime de ouf. Ah ouais? Ah mais de ouf. T'avais quel âge là au moment J'avais de tout ça 24 ans. Ok. Ouais, 24 ans, un truc comme ça. Ok. Et déprime de ouf. Ah ouais? Ouais, parce qu'en fait, les dernières années de ta vie, tes potes sortent, disent viens prendre des verres, viens en boîte, machin. Tu dis bah non, je peux pas, je bosse sur mon truc. Alors à l'époque, en plus, t'es vachement fier. Tu dis je bosse sur ma startup. Bah oui, bien sûr. Et tes potes te disent, ouais, pas tous, heureusement, tu vois, mais tes potes du moment te disent, mec, tu fais chier avec ta startup, viens en boîte, sors et tout, tu vois. Donc, c'est pas le truc du mec qui a rien fait et j'ai kiffé ma vie, tu vois. J'ai fait des soirées, etc. Mais c'était vachement prenant. Ouais, bah, t'as dû, à un moment, sacrifier une part, mais qui pas forcément, enfin, à voir. Des fois, il y en a qui voient ça comme un sacrifice ou pas, mais ouais, avec le recul, ouais, c'est un sacrifice, mais qui vaut le coup. Bah oui, parce qu'aujourd'hui, ça t'a construit différemment et ça. Ouais, de fou. Mais pareil, niveau couple, c'était compliqué, tu vois. Ouais. Je fais que bosser tout le temps. Ok. T'as 25 ans, tu vois, ta meuf, elle te dit, bon, bah, c'est bon, c'est le boulot ou moi, tu vois. Donc, bon, bah. Et toi, t'es con, tu dis, bah, c'est le boulot, du coup. Si tu veux. Oui, normal. Et du coup, bah, c'est le boulot. Oui, parce que toi, dans ta tête, tu te dis, je suis le prochain Mark Zuckerberg. Ouais, grave. Bah, alors, tu dis, j'ai une app. Il y a 12 ans, une app, tu te dis, je suis le prochain Facebook. Clairement. Et c'est très marrant d'ailleurs. Parce que les gens, au début, te considèrent pas trop. Puis après, t'as une app, tu mets des captures d'écran parce que temporairement, t'es top 1 dans l'App Store, forme santé, machin et tout. Et le regard change déjà. Donc les gens, ils te voient millionnaire, mais toi, tu te payes 500 balles par mois. Ouais, j'avoue. Tu vois. Ouais, complètement. Et donc, c'est très bizarre comme truc.
Mais les gens commencent un peu à être considérés. Et puis après, toi, en interne, tu sais ce qui se passe. Tu sais qu'en fait, oui, il y a de l'attraction, oui, il y a du monde, oui, on a beaucoup de membres. Mais tu sais que ça remplit pas le Mais il frigo. n'y a pas de cash qui rentre, tu vois. Donc voilà. Et après, au bout d'un moment, t'en as marre de pas te payer. Ok, donc ça, exit, il y a une part qui est vendue. Exit, ouais, que dalle. Là, t'as 25 ans, 24 ans, 25 ans, tu disais? J'ai 25 ans, ouais. Je sais même plus, les années passent tellement vite que je sais plus, mais autour de 25 ans. Ok, et là, qu'est-ce que tu fais? Tu remontes direct une boîte? Tu vas dans le salariat? Non, là, en fait, je me fais une déprime. Vénère, c'est ce moment-là, justement, où Deep, bon, 2 mois. 2 mois? 2 mois, ouais. Bah, 2 mois, en fait, tu dis, pendant 5 ans dans ma vie, j'ai parlé à tout le monde de ma boîte. J'ai fait des sacrifices pour ma boîte, etc. Et là, en fait, j'en sors, j'arrête. C'est un échec. Tu perds un peu en crédibilité, tu perds en honneur. L'ego prend un coup de ouf. Donc, je passe 2 mois, tu vois rien faire du tout. Ouais, ok. Plein été, en plus. Donc, juillet-aut. Donc, tu restes chez toi bien enfermé. Et tu vois les stories de tes potes et tout, qui sont tous en vacances, machin, et toi, tu réponds plus à personne et tout. Donc, vraiment dans le deep. Ok. Et ça dure 2 mois. Et après, tu te dis, en fait, il y a des gens qui vivent des trucs vraiment graves, vraiment durs. Ça, en gros, juste, t'as monté une boîte, t'as investi du temps dedans, ça a pas marché, mais tu t'es construit un réseau, t'as rencontré des gens, t'as fait des connexions, t'as pris l'expérience, etc. Tu t'es Donc, si forgé. tu veux, voilà. Donc, je me dis, en vrai, fuck, tu vois. Tant pis, c'est pas grave. Et j'ai un switch, en fait, d'un jour à l'autre. Du jour au lendemain, là, d'un coup? Du jour au lendemain, ouais. Déclic. 2 mois à peu près, tu vas galérer. Et un matin, tu te réveilles et tu te dis, mais en fait, arrête, genre, c'est bon. J'ai 25 ans. Ouais, le nombre de gens qui ont monté des boîtes et qui sont plantés, enfin, tu vois, il y en a des milliers. Ouais. Et go, tu vois, go. Et je me dis, je vais remonter une boîte, mais avant, je vais faire du sale. Je vais me redonner confiance et tout, tu vois. C'est quoi du sale pour toi? Du sale, c'est bosser, énerver, faire du sales. Okay. Du sale, tu vois. Du sales et faire du cash. Mais non, faire du sale, genre propre, faire un bon business, faire un bon produit, etc. Mais bosser comme un dingue, faire des perfs dingo. Ok. Que t'as fait? Ouais, plus ou moins, ouais, c'était cool. C'était cool, ouais. Tu vois. Comment ça se passe à l'époque? Je crois que je suis un peu dans le deep et j'appelle mon pote Harold. Ouais, Harold Gardas. Que t'as reçu. On embrasse. Grave. Et à l'époque, il bossait chez La Relève, lui, en recrutement. Et je dis, frérot, faut que tu me trouves un truc. C'est lui qui te trouve un job? Ouais. Il me dit, écoute, j'ai un plan pour toi. Donc, il me trouve un plan. Sales dans une boîte. Responsable d'une petite team dans une boîte, je sais plus laquelle. Et je fais l'entretien, tout se passe bien. Le mec se dit, ok, go, c'est bon, on y va. Et je pars du truc. J'allais signer. Et il me dit, attends, j'ai mon pote Olivier qui a monté une boîte qui s'appelle Kimono, etc. C'est chambé, je pense que tu vas kiffer. Peut-être, voyez-vous, prenez un café, machin. Donc, je dis, bon, bah, ok, go. Donc, j'y vais. Là, on est en quelle année? 2017, 2019? Je sais plus, on est il y a lancement de Kimono? 6 ans. Non, un an après. Non. Ça faisait 1 an qu'il a monté Kimono. Ok. Donc, je sais plus exactement les années, mais en gros, voilà, c'est 1 an et demi après le lancement de Kimono. 1 an à peu près. Et j'arrive, je prends un café avec Olivier, on discute, ça fit. Et il me dit, écoute, voilà, moi, je veux un sales avec la dalle et tout. Donc, je dis, bah, écoute, moi, je sais que je vais remonter une boîte après. Ouais. Mais là, j'ai 2 ans devant moi où je veux bombarder et taffer comme un dingue. Donc, par contre, c'est le plan. Tu lui dis direct, tu lui dis, moi, je sais que je veux remonter une boîte. Ouais. Okay. Je lui dis cash. Je lui dis, je me laisse 2 ans, 2 ans et demi. Et je remonterai une boîte après. Okay. Mais en attendant, pendant les 2 ans, je suis chaud. Vraiment, tu vois. Ok. Donc là, tu as été déter. Ouais, et il me dit go. Et là, tu vas nous expliquer justement le sales que tous les entrepreneurs veulent, parce que c'est celui-ci que tu as été, c'est ça? Celui qui compte pas ses heures, je suppose? Ouais, en fait, c'est. Mais je pense que si tu veux, un bon sales, on en reviendra à plein de qualités. Ouais. Mais une qualité principale, c'est de vouloir faire du cash. Et on aime en parler en France parce que tu sais, on n'aime pas trop parler d'argent, etc. Et genre, en gros, le sales, non, il veut juste apporter une réponse aux problématiques de ses clients et tout. Non, un vrai sales, il veut faire du cash. Il aime l'argent. Pas pour l'argent en tant que tel. Non, bien sûr, pour mais que ça peut pour aussi. Le game, en fait, t'as l'argent au début, bon, tu veux faire du cash pour t'acheter des trucs, etc., avoir ta stabilité, ta sérénité. Okay, ça amuse à un moment, mais après, tu te rends compte que c'est pas ça qui. Mais c'est hyper important. Mais bien sûr. C'est hyper important. Et après, t'as le cash, le jeu, c'est-à-dire, en fait, je veux faire un chiffre de plus en plus élevé. Ouais. Je veux être numéro 1 du classement, je veux faire. Donc là, c'est le côté compétiteur. Après. Là, c'est la compète. Ouais. Et pour moi, un bon sales, mais encore une fois, c'est ma vision, un bon sales, il a la dalle et il est compétiteur. Ce qui veut pas dire que c'est malsain. Tu vois, dans la team, il y avait une super ambiance. On était tous en mode compète. Mais on s'entraidait, on se gérait des deals les uns pour les autres. Donc vous étiez quand même tous en bonne entente? Franchement, il n'y a jamais d'embrouille dans les team sales. Jamais. Never. C'était vraiment du truc. On avait tous la dalle. On bossait tous comme des dingues. Il y avait un classement, donc on se tirait la bourre. Mais il n'y a jamais eu de trucs bizarres. Raconte un peu. Donc là, on est chez Kimono. Toi, tu es sales. Tu intègres la boîte comme sales. Exactement, ouais. Comment ça se passe? Tu fais de l'outbound? Tu as des contacts qui viennent? Comment ça se passe? Alors au début, très drôle parce qu'au début, les process, c'est un peu à l'arrache. Notre CRM, c'est sur Excel. Enfin, tu vois, c'est vraiment le démarrage, quoi, le Kickstart. Ok. Et ouais, on fait de l'outbound, ouais, on chasse. Ok. En utilisant beaucoup l'Emlist, d'ailleurs. D'accord. Eh bien, écoute. Donc voilà. Et ouais, non, franchement, on bosse beaucoup.
On fait pas de call. On a pas mal d'inbound aussi qui tombent parce que Kimono a une belle image à l'époque, tu vois, très stylée, etc. Et c'est un peu la boîte qui arrive et qui dépoussière l'industrie du textile. Ouais, parce qu'à l'époque, c'était ça. À l'époque, c'était Kimono, textile pour les entreprises, on est d'accord. Ça, ou les goodies avec la petite tasse. Voilà. Mais avec le côté culture design où tu accompagnes sur la culture de manière globale, tu fais des fringues sexy, on bosse avec des belles boîtes. Enfin, tu vois, c'était pas le truc un peu à l'arrache, juste des flocages un peu dégueux. C'était un truc vraiment chambé, tu vois, produit bio, bête de qualité, etc. Donc c'était un truc en plus. Et donc bref, donc du coup, 1 an de sales vénère avec un showroom en fait. Donc l'expérience client était dingue, tu vois. En fait, tes rendez-vous de closing, c'était les gens qui venaient au showroom, qui essayaient les produits. C'était dingo, tu vois. C'était vraiment cool. Et du coup, sales, hardcore quoi. Hardcore. Deuxième année, du coup, je passe manager de l'équipe des sales, donc closer. Donc recrutement, formation, c'était une petite team, tu vois, on se marrait bien et c'était vraiment cool. Vous étiez tous à peu près avoir le même âge en plus? Ouais, à peu près. Donc à peu grosso près modo, c'était genre 25-30 piges à peu près, cool. tu vois. Donc très sympa. C'est toi qui recrutais? Ouais, c'était chaud d'ailleurs. C'était très très chaud. À quel niveau c'était chaud? En mode, il y a pas compliqué de trouver la ressource? En fait, si tu veux trouver le bon profil, très compliqué, dans la mesure où pour moi, sur la partie sales, c'était une variable humaine qui est bien plus importante que les compétences. Tu vois, moi, c'est un peu le mindset, c'est embauche pour la dalle, forme pour les compétences et paye pour les performances. Tu vois. Mais embaucher quelqu'un, alors en tout cas sur le sales, tu vois. Je parle pas de métier très technique où effectivement, si t'embauches des gens qui connaissent rien. Oui, bien sûr. Mais un bon sales qui a du quotient émotionnel. Tu sais, c'est pas le fameux QI, c'est le QE, c'est-à-dire capacité à s'adapter à la personne qui est en face, etc. De l'empathie, toutes ces choses-là. Exactement. Et qui a la dalle, ça le fait. Ouais, ça me prend encore. Tu pourras le former aux compétences, des scripts, des machins, etc. Tu pourras faire ce que tu veux. Mais si t'es une personne qui a beaucoup de connaissances en termes de sales, mais qui n'a pas ce côté empathique et qui n'a pas la dalle, pour moi, ce sera jamais un bon sales. La grande différence qu'on rencontre en fait entre le savoir-être et le savoir-faire. C'est exactement ça. C'est sûr que le savoir-faire, il s'apprend. Le savoir-être, c'est quand même inné à quelqu'un. Après, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas changer pas de personnalité, mais voilà, s'étoffer un petit peu là-dessus. Mais c'est sûr que, donc le plus compliqué pour toi, c'était de recruter, enfin de trouver des personnes où le savoir-être, ça collait ou fitait avec toi, c'est ça? Ouais, compliqué. Après, le management, de toute façon, et le recrutement, c'est jamais simple. C'est des sujets hyper complexes. Et j'ai une équipe trop petite pour juger ce que c'est d'être vraiment manager. Tu vois, j'ai pas eu 35 personnes à gérer. C'était une petite team. Tu vois. Mais l'humain est très complexe. Toi, tu as beaucoup d'attentes. Tu as envie d'aider les gens à aller d'un point A à un point B au sein de ton équipe. Mais ces personnes-là n'ont pas forcément les mêmes envies, au même timing, etc. Tu vois. C'est un ensemble de paramètres qui s'entrechoquent. Pas si simple que ça à gérer. Donc c'était compliqué, mais marrant. Ouais, bien sûr. En fait, si tu veux, ton but, c'est de recruter des personnes qui ont la dalle et de leur donner les outils et les moyens d'atteindre leurs objectifs, tu vois. Et quand tu vois ça comme ça, c'est un peu différent, tu vois, d'un process de recrutement classique où tu dis est-ce qu'il a les skills ou pas. Ouais, bien sûr. Donc voilà. Donc j'ai fait quelques trucs. Là, tu cherches à creuser, en fait, le mec... des vraies questions de closing, je suppose. Mais j'ai eu des gens qui sont arrivés, qui m'ont montré un CV. Et c'est con, mais j'étais en mode... Mets ça de côté. On s'entend pas, enfin tu vois, on s'en fout complètement quoi. Et c'est pas le truc classique du oui, le CV ça marche plus. Non, le CV ça peut être important. Mais en tout cas pour un sales, pour moi, le CV tu t'en branles. Sauf si c'est un gros sales, un gros poste qui va gérer une région, machin, et tu dis qu'est-ce que t'as fait avant, est-ce que t'as bossé dans telle boîte, etc. Oui. Mais là, pour ces postes-là, tu vois, tu recrutes à la dalle quoi. Les gens qui ont faim. Et puis tu vois s'il y a un feeling qui passe. Et si tu veux, moi je me dis, si pendant l'entretien, entre guillemets, qui est finalement un café, quoi, tu prends un café, tu papotes, si le feeling s'installe confortablement, tu as une bonne indication sur comment ça se passera avec un client. Parce qu'en fait, le mec ou la nana ne te connaît pas. Donc, c'est un rendez-vous de découverte, quoi. Ouais, carrément. Tu vois. Avec le petit stress que tu as de dire, ouais, putain, est-ce que je vais être embauché ou pas? Mais d'ailleurs, je trouve que c'est là aussi on trouve pour les personnes qui recrutent des sales, savoir si c'est un bon sales, c'est en fait comment ils terminent l'entretien. Est-ce qu'il te close en fait ou pas? Exactement. C'est normal. Et imaginons que tu fais un process de recrutement, donc tu sais qu'il va pas avoir sa lettre d'embauche tout de suite, mais c'est en fait quelle question aussi il va poser en mode ok, est-ce que tu peux m'expliquer c'est quoi le process, c'est quoi la suite, tu vois? Et je trouve que c'est là aussi où tu trouves, tu vois la différence de ok, là j'ai un mec qui est investi et qui a déjà la dalle, qui est déjà prêt. C'est exactement ça. Donc c'est vraiment au feeling et tu le ressens. Ok. Tu vois, moi je pense qu'après je me suis trompé plusieurs fois, mais les bons recrutements, en 5 minutes, c'était plié. Ah ouais, ok. Il y a un truc, il se passe quelque chose, tu vois. C'est une personne, tu sens son énergie, tu sens l'aura, est-ce que la personne est à l'aise ou pas. Ouais, bien sûr. Les capacités de discussion, tu vois, tu rebondis, machin. Ouais, est-ce que la personne a rebondi, est-ce qu'elle s'intéresse, est-ce que... Tu le sens. Après, tu peux te tromper.
Et c'est compliqué de dire, tu vois, que tu peux faire un bon recrutement sur 5 minutes. Mais ce que j'ai vu par la force des choses, c'est que les bons recrutements, tu le sentais, quoi. Tu te dis, OK, là, je suis hyper à l'aise. Tu vois, on papote normal, on échange, etc. L'entretien se passe bien. C'est même pas un entretien, c'est un café. Et je me dis, mais en fait, cette personne-là, tu le mets face à des clients, c'est bon, ça le fait, tu vois. OK. Sachant que nos clients, c'était des startups. Ouais, c'est ça. PME, donc là, on est cible B2B, quoi. C'est B2B. Donc tu dis, et c'est des gens cool, quoi. C'est pas des relous. On n'est pas sur un produit qui est compliqué à vendre, tu vois. On est sur un produit qui est presque à l'époque une commodité. Donc les gens qui viennent te voir, ils te connaissent déjà un petit peu. Tu vois, c'est un moment sympa. Tu résous pas un problème compliqué, genre un manque de cash, manque de clients, ceci, cela. Ça, Tu viens amener un petit plus en mode, voilà, notoriété, visibilité. Exactement. Donc finalement, assez simple à gérer, tu vois. Donc il faut quelqu'un qui soit à l'aise, qui ait des bonnes capacités d'expression, de discussion, une forte empathie, et c'est réglé, c'est plié. Donc toi, là, on est chez Kimono. Tu restes combien de temps chez Kimono ? Je reste 2 ans et demi. Ok. À peu près. Tu le game là-bas ? Ouais, franchement, je me mise bien. Un peu plus de 2 millions à titre perso. Donc, cool. Donc toi, en chiffre d'affaires généré, c'est ça ? Ouais. Donc, cool, tu vois. Je te demande si c'est en commission pour savoir si on fait venir la sécurité. Non. Je rigole. Ok, donc en chiffre d'affaires. Commission, c'est un montant que je dévoilerai pas. Mais en chiffre d'affaires, un peu plus de 2 millions. Et ce qui est très intéressant, c'est que pendant cette expérience-là, il y a le Covid qui tombe. Et nous, on faisait de l'événementiel essentiellement, c'était des boîtes qui venaient pour faire des fringues pour des événements, etc. Donc, au début, pas de masque, mais tout est terminé, etc. Pendant 2 mois, plus de chiffre d'affaires. Vraiment t'es un sales, donc tu fais quoi ? Ils vous laissent chez vous ? On se dit, c'est la merde. Donc là, on cut complètement. Après, on était très proches, tu vois, avec Olivier et tout. À l'époque, c'était une team très proche. Donc, quand il y avait un pépin, on essayait de rebondir, tu vois. Et donc, Covid, télétravail, machin, plus de besoins, plus de commandes, etc. Et on se dit, là, c'est vraiment la merde. On était 40 à l'époque. Donc, on se dit, c'est chaud. Et on se dit, mais attends, il y a un besoin de masques. Nous, on connaît le textile. Toutes les usines de textile. On peut les imprimer ou on peut les floquer à l'image de l'entreprise. Exactement. Truc game changer. Exactement. En vrai. Donc on se dit en vrai, go, tu vois. Et donc on passe 2 jours, un week-end, à set up une offre. Bon masque, tu vois, bonne qualité, pour faire un bon truc, quoi, sympa. Et on prend tous nos fichiers de prospection, tous les trucs qu'il faut, enfin, tu vois, et on bourrine, quoi. Et on commence la semaine en se disant, ok, let's go. Il faut faire du cash, donc on y alors va. ça, en plus, c'est l'offre, je trouve, c'est de l'or en barre. Parce qu'à ce moment-là, les boîtes, elles ont besoin que de ça. À l'époque, c'est incroyable. C'est incroyable. Donc là, je pense que tu as eu un taux de closing et donc là, qui a été jamais vu, en fait. Mais là, on faisait des dingueries. Donc c'était vraiment marrant parce que tu vois, tu passes d'une période très compliquée à une période où c'est la folie. Tu passes d'un moment où ton panier moyen, il est à 1 000 € à un panier moyen à 10, 15, 20K. Et puis beaucoup de dingueries aussi, des deals, dont un deal absolument énorme. Vas-y, raconte, imaginons. C'est l'une des questions justement que j'allais te poser, c'est par rapport à toute cette expérience, est-ce que tu as une anecdote assez folle si c'est le... Ouais, bah dingue. On set up l'offre. Donc que tu fais en collaboration avec Olivier. Hein. En gros, c'est chez Kimono, c'est une des offres de Kimono. C'est maintenant, on fait aussi des masques, tu vois, textiles personnalisés, en bonne qualité, etc. pour vos équipes. Et on a différentes demandes, de grosses boîtes, de régions, etc. Et on rentre dans un game qu'on connaissait pas. Tu vois, les régions, c'est des commandes absolument énormes. Et donc moi, à l'époque, mon panier moyen sur le textile, c'était 1 500, 2 000 € à peu près, tu vois. Et donc on négocie différents trucs, etc. Et un jour, j'ai une boîte qui me contacte par ma prospection et qui me dit, écoutez, je suis intéressé à des masques qui m'en faudrait beaucoup. J'aimerais savoir votre capacité de production maximale, qu'est-ce que c'est ? Je me dis, putain, dinguerie, tu vois. Et donc, bref, on discute, je prends les usines, machin, les dispos de chacun, machin. Sachant qu'à l'époque, c'était un film. Parce que si tu veux, en fait, les masques étaient tellement demandés que même l'État français se faisait voler des masques à l'aéroport. Il y a des histoires, en gros, t'as des avions qui arrivaient, t'as des mecs qui débarquaient avec une mallette, qui filaient du cash pour récupérer les masques. Enfin, c'était un truc de fou. Tu parles de la production, par exemple. Ouais, pour l'approvisionnement, c'était un enfer, tu vois. Et nous, en fait, on voulait, tu vois, servir nos clients, servir du monde, etc. Et donc, bref, le mec... je discute, je sais pas, les négos durent assez longtemps. Et je finis avec un devis à 6,3 millions. 6,3 millions de masques ? Hors taxe, non, euros, donc, en gros. Donc 6,3 millions € hors taxe. Donc ça faisait 8,6 millions TTC, si je dis pas de bêtises. C'est un chiffre qu'on se souvient généralement. C'est dinguerie, tu vois. Et je vois ce devis et tout, et je me dis, putain, si j'arrive à faire passer ce devis... c'est incroyable. C'est incroyable, tu vois. Et le devis passe. Le devis passe, le mec le signe, lui approuvé, machin, bon pour accord, etc. Et en fait, le deal, c'est qu'il s'agit de tellement d'argent
qu'il faut qu'ils nous payent un acompte pour qu'on puisse lancer la production, tu vois. Sinon, lancer la production coule la boîte, quoi. Sinon, voilà. Si t'es pas payé, impossible, tu vois. Ok. Donc en fait, ce deal, on le célèbre un peu en off. On l'annonce pas à toute la team, tu vois. Et bref, donc signé, machin. Et le deal, c'est qu'en gros, le jeudi, à midi, il faut que la moitié des fonds soient arrivés sur notre compte pour qu'on puisse valider la commande, tu vois. Ok, logique. Donc, la moitié de 6,3 millions. Enfin, en TTC, du coup. Ouais, bien sûr. La moitié de 8,6. Et il se trouve qu'en fait, le jeudi à midi, on n'a pas les 4,3 millions. Donc, toi, tu relances. On les a pas. Donc, j'ai des virements, des preuves de virements qui tombent de genre 800 000 euros, 1 million de. Enfin, tu sais, c'est lunaire. C'est un film, le truc. T'es chez toi, t'es enfermé, c'est le Covid, c'est n'importe quoi, tu vois. Ah oui, parce que là, t'étais en TT, par contre. J'étais en TT. Ah oui, ok. J'étais chez moi, donc j'étais enfermé à passer des calls toute la journée et tout, tu vois. Ok. Et le deal s'annule. Okay. À midi, on fait un call avec le DG du truc. On dit, écoutez, désolé, mais nous, on n'a pas la moitié du cash, donc impossible. Et l'argent? Ça mettait en péril la boîte, donc on a un refund, tu vois, on leur a envoyé les fonds. Et ce qui est drôle, c'est que j'avais une autre boîte à l'époque, une deuxième boîte dans le pipe, qui voulait à peu près la moitié de ce que voulait cette boîte-là. D'accord. Mais j'avais dit non, parce que tout était plein avec ce client-là. On avait rempli les trucs. Ta charge de production. Exactement. Et du coup, à midi, quand le deal s'annule, j'appelle l'autre boîte qui me relançait tous les jours depuis une semaine, tu vois, pour savoir où ça en était. Ok. Et je leur ai dit, finalement, c'est bon, on peut vous servir les masques, on a ce qu'il faut. Et les mecs me disent, désolé, mais en fait, à 9h ce matin, on a signé avec une autre boîte. Avec un concurrent. On passe à côté. Donc là... Et là, ouais, tu te dis, énorme sur le carreau. C'est un peu le deal de ta vie, quoi. Je veux dire, signer un deal à 8,6 millions TTC, ouais. Ça t'arrive pas tous les jours. Bah, surtout, en fait, toi, par rapport à ton panier moyen. Ouais. Il y en a où ça arrive quand tu vends, par exemple, un avion ou des trucs comme ça. Bon, là, ok. Eux, c'est même une pacotille, tu vois. Ouais, c'est ça, tu vois. Toi, par rapport à ton panier moyen, d'ailleurs, ce qui est énorme, quand même, parce que t'as dit panier moyen 2000. Ah, mais ouais. T'as fait 2 millions, quand même, chez eux. Donc, t'as dû en traiter du client. Après, à la fin, j'avais un panier moyen qui s'élevait parce que j'avais des commandes à 20, 30 000, les plus gros clients qui avaient confiance, avec qui on bossait depuis longtemps, etc. Mais je veux dire, t'en as brassé. Ouais, il y a eu du volume. Ouais, il y a eu du volume. Ok. Donc voilà. Et en fait, ça m'a pris un truc de fou. C'est qu'en fait, même quand le deal est closé, même quand une partie est payée, c'est pas encore fini. Ouais. En fait, le deal, il se termine quand c'est signé, payé, et que tu as délivré la prestation, et que la personne est satisfaite. Là, le deal se termine. Ok. Mais souvent, on se dit, c'est bon, c'est closé. Tu vois. Ouais. Tant que t'as pas l'argent, signé, j'ai un go de principe et tout. Première erreur. Ouais. Deuxième erreur, tu te dis, ok, c'est bon, c'est signé, machin. J'ai le paiement qui est tombé. A priori, est-ce que c'est la totalité ou pas? Non, déjà t'as pas tout, tu vois. Ouais. Et donc, c'est marrant parce que finalement, c'est presque une anecdote, tu vois. Et puis, l'air de rien, on a comme vendu pas mal le masque, donc on a réussi, tu vois, à, entre guillemets, sauver tous les jobs de la boîte et assurer le salaire de tout le monde, etc. Non, ça t'apprend beaucoup de choses, ce truc. Tu m'étonnes. Tu te dis finalement, tant que je vais pas au bout. Moi, maintenant, ma conviction, c'est ça, tu vois. C'est qu'en fait, le deal, il est pré-closé quand t'as un accord de principe. Ensuite, il est closé quand t'as une signature, entre guillemets. Mais il est encore pré-closé, tu vois. Ouais, bien sûr. Pré-closé quand t'as le paiement. Et après, quand tu te délivres que la personne est satisfaite et que l'argent est sur ton compte, c'est là que le deal est closé et là, c'est ton client et là, tu peux le dire. Tu vois. Deal done. Mais d'ailleurs, nous, tu vois, à l'époque, je sais que je parle de cette histoire parce que je sais qu'Olivier en a parlé il y a quelques temps, donc maintenant, on en parle comme ça, mais à l'époque, on l'annonçait à personne, tu vois. Bah, bien sûr. En gros, on célébrait et c'était tellement ouf qu'on attendait d'avoir la certitude, tu vois. Et vous faisiez ça, en fait, en visio, en mode en catimini, quoi. Ouais, mais tu vois, il y avait toujours un truc important, c'était de se dire, on mettra jamais la boîte en péril. Bien sûr. Donc, si on sent que ça passe pas, ça passe pas. Et le plus ça important, sert à rien de vouloir la forcer boîte pour avoir le record absolu de la vente. Exactement, tu vois. Mais on a gardé le devis signé, machin. Ah ouais, ok. Tu vois, c'est un truc qui se garde, quoi, à vie. Et donc ça, là, on est en 2020, tu dis, donc c'est Covid, période Covid. Toi, le Sales Lab, tu le fondes à quel moment? Parce qu'il me semble que tu le fondes en Covid. Ouais, en fait, c'est en post-Covid. Ok. En fait, si tu veux, je crois que je pars de chez Kimono en 2020. D'accord. Fin 2020, pour monter une boîte. Ok. Des compléments alimentaires à base de protéines d'insectes. Ok. Toujours lié un peu à la nutrition, sport. Toujours lié un peu sport, nutrition. Feedback, enfin, tu vois, le petit rappel d'avant. Exactement, avec une variable qui était une variable santé et planète. C'est-à-dire, en fait, tu vois, les protéines animales, on consomme beaucoup quand on fait du sport. Ouais. Ça défonce la planète. Est-ce qu'il y a un moyen intéressant, plus que le végétal, qui est pas aussi dingue, tu vois, est-ce qu'il y a un moyen intéressant, voilà, et on se tourne vers l'insecte.
Donc on commence à aller voir des usines, machin, on monte la boîte. Quand tu dis on, c'était pas tout seul, t'es avec un... On était 3. D'accord. On était 3 dessus. Ok. Avec justement Harold, d'ailleurs. Ah ouais, qui faisait partie des 3. D'accord. Et un autre copain qui s'appelle Justin, qui depuis a monté les salles de sport absolument canon dans Paris. D'accord. Donc voilà. Et on monte le projet, etc. Donc moi, je pars de chez Kimono. Je dis Olivier, tu vois, je t'avais dit, dans 2 ans et demi, j'allais partir. Donc c'est le moment, tu vois. Donc je pars. Je monte cette boîte. On lève un peu de pognon. Et en fait, tout s'annule à cause d'une réglementation, parce que la réglementation pour l'introduction d'insectes sur le marché français, c'est juste très, très, très compliqué. Okay. Surtout en période de Covid, où tout est repoussé à 2-3 ans après. Et en gros, grosso modo, on est en 2020, je crois, un truc comme ça, et on nous dit, d'ici 2023, c'est même pas la peine d'y penser, il se passera rien. Ok. Donc là, c'est en gros ton projet, pas pourquoi de lever, tu lâches Voilà. On lâche parce qu'on sent que c'est mort. On n'est pas entêté, tu vois. Okay. Et donc, je perds un peu de pognon dans l'histoire, on perd tous un peu de pognon. Parce que tout le monde a mis un peu d'apport. Classique, tu vois. Donc on perd. Important de le rappeler quand même. Un entrepreneur, il met aussi de l'apport quand même. Parce qu'il y a plein de personnes qui peuvent nous écouter, des solopreneurs par moment, qui se disent oui, maintenant, je veux plus lâcher même 1 centime. Non. On investit pour gagner de l'argent. Donc, ok, tu mets de l'apport que tu perds. Ouais, et puis tu te mets souvent en danger. Enfin, moi, ma stratégie qui est pas la bonne, ça a toujours été all-in à chaque fois. Tu vois, tu fais all-in, toi ? Ouais, à chaque fois. Ok. À chaque fois. Tu crois tellement au truc, dans tous les cas, tu mets toutes tes billes, quoi. Ouais, en fait, j'ai la conviction, mais c'est une bêtise. Hein, et ceci n'est pas un conseil en investissement et en gestion de la trésor. Mais j'ai la conviction, si tu veux, que, en tout cas, c'est ma vision à moi. Je suis all-in dans un projet et je prends tous les risques qu'il faut. Donc, quand j'ai du cash à dispo, je vais pas commencer à refaire un BP, aller lever, machin, ou faire des emprunts. Pour un banquier qui va me casser les couilles, qui va me dire oui, voici ça, prise de 100, machin. Non, tu m'emmerdes en fait. J'ai du cash de côté que j'ai gagné, je l'investis. Si je gagne, je gagne. Si je perds, je perds. Ok. Tu vois. Et c'est pour ça que ça me fait toujours rire après quand tu gagnes un peu de pognon, que les gens te disent c'est pas normal. Non, en fait, je prends des risques. J'ai tout misé, quoi. Tu vois. Et quand on dit qu'en fait l'entrepreneur il mise beaucoup de choses et qu'il se met en danger, ouais, c'est réel, tu vois. Ouais, complètement. Plusieurs fois dans mon parcours, j'avais à peine de quoi payer mon loyer à la fin du mois. Ok. J'étais en mode assez complet. Stress, ouais, parce qu'en fait, intense. Si tu veux, quand il te faut une rallonge de, je sais pas, 25-30 000 balles, tu vas pas te dire, auprès de qui je peux lever ou quelle banque je peux aller voir. Parce que ta banque, elle va te dire, va te faire foutre. Bah ouais. Donc tu dis, tiens, j'ai un peu de cash de côté. Je vais les prendre. Je mets. Et si ça passe, ça passe. Et si ça passe pas, ça passe pas. Donc là, t'as plus de sécurité, t'as plus de matelas de secours, quoi. Plus rien. Ok, à ne pas reproduire à la maison ou pas. Non. Vous voulez après une belle histoire, je rigole. Non, mais tu vois, en vrai, ça fait partie du game. Et maintenant, après, tu le racontes aussi pour le storytelling parce que c'est marrant et tout. Mais en vrai, pragmatiquement, et je rencontre tous les jours des entrepreneurs qui se mettent vraiment en danger. Ouais, et alors totalement. nous, tu vois, ça va parce que au début, tu étais célibataire, t'as pas de gamin. Ouais, complètement. Tu loues un appart. Donc, je veux dire, le risque, il est minime. Mais moi, je vois des mecs et des nanas, 30, 35, 40 piges, qui ont des familles, bien sûr, des gosses à nourrir. Et je trouve que les réussites, dans ce cas-là, après, sont encore plus belles. Ouais, carrément, Parce que là, tu te dis qu'il y en a, ils ont été loin. Bien sûr. Il y en a, ils ont été loin. Et je pense que, tu vois, c'est un stress de dire, j'ai pas de quoi payer mon loyer à la fin du mois. Mais c'est un autre stress de dire, là, j'ai ma famille et mes gamins. Je dois donner à manger à mes enfants, quoi. Ouais. Et c'est pour ça que, tu vois, on crache beaucoup sur les entrepreneurs. Alors, il y a des belles réussites, mais il y en a beaucoup qui se font cracher à la gueule. Et quand tu connais un peu une partie des dark side, moi, j'ai un profond respect pour tous les gens qui entreprennent, quel que soit l'âge, quelle que soit la situation, etc. Quand tu décides de prendre des risques, de te mettre en péril pour sortir une idée de ton cerveau et te dire, je peux en faire un truc cool. Ouais, totalement. Moi, j'ai un profond respect. Complètement. Quel que soit le statut de la boîte, que ce soit une boîte qui fasse à peine du cash ou une boîte qui fasse des millions, etc., j'ai un profond respect pour ces personnes-là. Et je pense que c'est compliqué de te rendre compte de ce que ça implique quand t'es pas dedans. Ouais. Tu vois ? Donc, c'est pour ça que je vois beaucoup d'entrepreneurs se faire cracher à la gueule, etc. Et je comprends pas. Tu vois, je comprends pas et je me dis... Généralement, ces entrepreneurs qui se font cracher à la gueule, pas par des entrepreneurs. Non. C'est jamais le cas. De toute façon... J'ai jamais entendu un entrepreneur, tu vois, cracher... Non, c'est pas possible. Never. Tu vois, c'est comme... tu commences à créer du contenu sur une plateforme, les gens vont se foutre de ta gueule, mais jamais les gens qui sont très avancés sur cette plateforme parce qu'ils savent ce que ça vaut et ce que ça coûte en termes de temps, en termes d'ambition, en termes d'ego, en termes... Tu vois. Donc, non, pour moi, tu te fais jamais cracher dessus par quelqu'un qui a mieux réussi que toi. Moi, ça m'est jamais arrivé. Je me fais souvent troller, ça m'arrive, tu vois, sur mes contenus. Ah ouais ? Quand t'es visible, tu peux te faire un peu défoncer, tu vois. En plus, je parle de sales, de conversion, par défaut d'un peu d'argent, etc. Et t'as des gens qui aiment pas ça. Je m'en tamponne, en fait, tu vois. Tant que des gens qui aiment bien et qui s'apportent de la valeur, je suis OK avec ça. Mais je vois beaucoup de gens se faire un peu défoncer, tu vois, par rapport à ça. Mais, tu vois, à titre perso, je me suis jamais fait troller par quelqu'un qui avait mieux réussi que moi. Bah oui, ça arrive jamais. Et ma réussite, entre guillemets,
elle est extrêmement relative par rapport à plein d'autres gens. Tu vois, la notion de réussite, c'est très perso. Voilà. Tu vois, moi, j'estime que je kiffe ma vie, je suis heureux, j'ai assez de cash pour m'éclater, pour kiffer avec mes potes, ma famille proche. Très bien. Et d'autres vont te dire que la réussite, c'est fonder une famille, c'est, tu vois, et Exactement. les deux ont raison. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise définition du truc. Mais sur la réussite business, donc c'est-à-dire le CA que tu génères, les clients avec qui tu bosses, etc. Sûr. Et surtout la pérennité, est-ce que tu arrives à faire ça dans le temps ? Parce que c'est cool de faire du cash. Mais le faire dans le temps, c'est-à-dire que tu as un vrai business, que tu apportes de la valeur, que les gens ont confiance, qui rebossent avec toi, etc. Et tu vois, j'ai jamais croisé quelqu'un qui avait un business plus développé et qui me disait t'es une merde. Jamais. Par contre, des gens qui n'en branlent pas une et qui me disent t'es une merde, j'en ai vu beaucoup. Ouais, et ils sont sur le canapé en train de scroller sur TikTok. Je crois que c'est Benzema qui disait ça. Les gens, ils parlent, mais ils mangent des chips sur leur canapé, tu vois. Et pendant ce temps-là, lui, il s'entraîne. Bah ouais. Et lui, il a la tablette d'abdos, quoi. Donc ça me fait rire, tu vois, après toute comparaison gardée. Non, mais carrément. Et donc là, toi, ton business, il s'arrête ? Enfin, ton projet s'arrête ? Du coup, le projet s'arrête. Et tu fais quoi ? Et bah, du coup, j'ai plus de cash. Ouais, t'es à poil. Mais je me dis, je suis assez bon en sales. Et je me dis, je peux accompagner des boîtes, des sales, tu vois, les aider, les former, leur mettre en place des process, etc. Okay. Donc, par réseau, à l'époque, j'avais un petit réseau sur LinkedIn et je fais un post en disant, je vais faire un peu d'accompagnement sales, puis un peu de formation aussi. Tu fais un post LinkedIn ? Je fais un post LinkedIn, ouais. Okay. Et en fait, ça marche trop bien. Genre, ça marche trop bien. Mais c'est quoi ton post ? C'est-à-dire, c'est une photo de toi ? C'est une vidéo ? Non, même pas. C'est quoi ? C'est un post en disant, Cher voilà, réseau. je suis parti, grave limite, tu vois. C'est en mode, voilà, les gars, je suis parti de chez Kimono. J'ai fait X euros en sales, j'ai accompagné tant de personnes, etc. Et maintenant, je suis dispo pour accompagner des sales, les former, accompagner des devs. Je sais même plus ce que je dis, mais c'est un truc comme ça. Et ça pop direct. Et ça pop, tu vois, ça pop. Et à l'époque, j'ai mon frère Max, qui fait une petite dédicace, qui lui était à Sciences Po, qui se faisait chier comme un petit frère. Ouais, mon petit frère, qui se faisait chier comme un rat mort à Sciences Po. Et je l'appelle et je lui dis, en vrai, je vais monter une boîte, est-ce que t'es chaud de venir un peu voir comment ça se passe, venir bosser avec moi ? Et lui me dit, ok, go. Tu sais, il se faisait déjà chier à l'époque, donc il se dit, bah viens, on bosse ensemble. Donc là, en fait, tu passes de salarié à je monte un projet qui finalement va pas voir le jour à cause de réglementation de X, Y, Z, à je me retrouve à poil, sans cash, dos au mur, couteau sous la gorge, parce qu'en plus, limite, je peux presque payer mon loyer. En gros, je vais retourner chez papa et maman. Quoi, exactement, à 30 et encore, je l'aurais pas fait parce que j'aurais trop de... Voilà, mais ok. Il y a trop d'ego qui rentre en jeu, tu vois. D'un seul coup, je mets un post sur LinkedIn qui pop. Je me retrouve avec mon frérot à monter un business et ça part comme ça. Improbable, Et donc mon frère débarque, je lui dis bah viens on fait une sorte de page de vente, un petit site, tu vois. Et puis il apprend le no-code, les bases du no-code en 2 jours sur Webflow, et il pond un site, tu vois. Et je me dis putain. Et c'est lui qui fait ça ? Ouais, c'est lui qui fait ça tout seul. Tu vois, on en parle le vendredi soir et le lundi matin il me dit c'est bon, j'ai dev le site en no-code. Je me dis merde. T'es un tueur. Je me dis en vrai, je suis en mets, tu vois. Mais moi en vrai, tu vois, mon frère il a 23 ans, quand on a commencé il avait 20-21. Et il y a une génération de gamins, mais de jeunes qui ont 20, 21, 22 ans. Ouais, bien sûr. Qui ont une dalle de ouf, des capacités de dingue. Mais il est de quoi ? Il est de 2000 ? Il est de 2000, Ouais, c'est ça. Okay. Et moi, cette génération... Je trouve que c'est... Ouais, à partir du gap de 2000, là, il y a un vrai gap maintenant avec les... Je trouve ça dingue, tu vois. Et peut-être que c'est qu'un microcosme, mais qu'on voit qu'une partie parce qu'on s'intéresse qu'à ça, tu vois. Ouais, bien sûr. Puis parce qu'ils sont beaucoup plus visibles qu'à l'époque aussi, parce qu'on a... Exactement. Mais je trouve ça ouf, tu vois. Moi, ça mangeait. Et je me dis, mais à l'époque... Moi, je montais ma première boîte, j'avais pas ces compétences-là, cette appétence, j'avançais dans le vide, tu vois. Donc bref, je trouve que cette génération est absolument incroyable. Et tu les vois, tu vois. Alors, t'en as plein qui testent des trucs type dropshipping, etc. Donc, on va se poser des questions d'éthique, est-ce que c'est bien, machin. Puis, on va dire, il y a des petits cons qui ont 20 ans qui t'apprennent la vie, etc. Mais ok, tu vois. Mais en fait, c'est jeune. C'est ouf, tu vois. Enfin, je veux dire, à 20 ans, te dire je vais monter ma boîte, machin, finalement les études, fuck off, je m'en branle. Courage, hein. Pour en plus abandonner par exemple des études. Surtout quand on sait maintenant aussi en plus tout ce que ça renvoie, le fait d'avoir un diplôme, t'en parlais tout à l'heure, enfin tu vois, ce côté, tu vois, si tu lâches les études, en plus pour aller monter un business. En gros, quand tu en parles aux gens, ils te disent cherche pas, c'est bidon, tu vois. Oui, c'est bidon, t'inquiète. Mais de ouf. Faire. Mais on faut avoir un bon mental quand même. Bien sûr. Mais tu vois, cette question du statut, c'est le diplôme, c'est le statut en fait. C'est ça. Très souvent, et bien évidemment, je parle pas des métiers scientifiques et des métiers techniques. Je suis pas débile. Le reste des diplômes, t'en as des très bons. T'as les écoles qui vont te permettre de connecter avec des gens, etc. Moi, ma conviction, c'est que l'école, c'est avant tout un business. C'est une boîte en fait, une école, tu vois. Carrément. Qui te vend un truc, qui te garde 3, 4, 5 ans. Alors oui, il y a des gens dedans qui se démènent, etc. Mais ça reste un business, tu vois. C'est ça. Quand tu sors, tu as un diplôme que tu as payé en partie.
Et l'école, elle t'appelle pas 2 ans après pour savoir où t'en es, tu vois. Non, quand c'est fini, c'est fini. Donc c'est un business, tu vois. Donc t'as les écoles super, qui ont des super intervenants, avec des intervenants de qualité qui sont là, etc. Tu vois. Mais ça reste un business. Donc si tu veux, tu viens, on te balance du contenu, truc, voilà, tu payes. Après, tu te casses, t'as un diplôme. 100% des gens quasiment ont un diplôme en sortant d'école. Totalement, parce qu'ils l'ont. Désolé, mais ils l'ont payé. Ouais, enfin, tu vois. Normal. Donc voilà, après, je sais que faut pas dire ça. Parce que. On le dit quand même. On touche pas à l'éducation. Mais c'est ma conviction, tu vois. Ouais. Bien évidemment, métier technique et scientifique, t'es obligé de passer par là, t'as pas le choix, là, etc. Mais t'as beaucoup d'écoles de business. Moi, il y a une phrase que j'ai entendue un jour d'un Canadien et je suis très là-dessus. C'est il y en a qui ont des MBA. Ok. Et moi, j'ai un MBA aussi, mais j'ai un Massive Bank Account. Ouais, c'est pas mal aussi. Ouais. Tu vois, et en fait, c'est très provoque. C'est aussi ce qui compte, tu vois, par moment. En fait, c'est très très bien, les titres, tu vois, très pompeux ou quoi. Ouais. Mais à un moment, bon, pas ce qui fait remplir le frigo, comme on disait par moment ou autre, tu vois, c'est vas-y, tu vois, c'est quoi qu'il y a derrière, quoi. Moi, quand je suis parti des secs, on m'a dit, mais t'es fou. Bah ouais, ils ont dû se prendre pour un malade, c'est normal. Je suis parti, alors je l'ai fait, c'était l'ESSEC, c'était le BBA de l'ESSEC. Donc c'était en post-bac. C'était pas 2 ans de prépa, etc. C'était concours. Donc t'as le concours, truc Access à l'époque, là. Tu dois le passer et t'as genre 4000, 5000 personnes et t'as genre 200 places. Donc tu passes les euros, etc. Et je rentre comme ça. Et en fait, c'est cool et tout, tu vois, mais c'est. La faune et tout, elle me tend. Moi, je lis les bouquins. Des bouquins d'entrepreneurs, je regarde ce qui se passe aux US, je mets des vidéos YouTube, etc. Oui, j'ai vu que tu es même sur des choses un peu même plus philosophiques, il y a du Marc Aurèle, il y a des choses comme ça. Ouais, Il me aussi. semble que c'était livre de chevet. Aussi, tu vois. Et en vrai, là-bas, c'est une école, c'est une très belle école, tu vois. Mais je me retrouve pas dans les gens qui sont là-bas. Okay. C'est pas un bon mindset, c'est des gens un peu, pour certains, tout est tombé tout cru, tu vois, ils vont faire leur carrière dans le truc, ils ont tous les parents blindés. Ouais, je comprends. Enfin, tu vois, une sorte d'arrogance parfois, et en fait, ça me tend, et du coup, je me sens pas bien, donc je vais pas à la moitié des cours. Et du coup, à la fin, il y a un conseil de discipline de truc, tu vois, où le directeur m'a dit, écoute, t'as fait ton gland, maintenant, assume, quoi. Soit tu retapes une année, soit tu te casses, tu vois. Okay. Moi, je dis, bon, je me casse, je vais pas faire. Déjà, j'ai pas la thune pour repayer la 2e année, tu vois, repayer 2 fois une première année. Ouais. Et puis, c'est pas la refaire une fois qui va me faire kiffer, quoi. Ça m'emmerde. Ouais, clairement. Donc, je me casse, je vais ailleurs. Et finalement, on m'en tamponne, tu vois. Mais mes potes me disaient, putain, mec, tu pourrais avoir un diplôme de grande école, tu te rends pas compte. Moi, par exemple, tu vois, je vois. Ce matin, tu as fait un post qui était vachement cool où tu parlais des cercles. C'est du cercle et tout, c'est très important. Moi, je le vois autour de moi. Mes 2 meilleurs amis, par exemple, il y en a un, c'est l'un des mecs les plus diplômés que je connaisse, tu vois. C'est la plus grosse tête au monde. Et l'autre, pas du tout, parce que, en fait, il a voulu un métier manuel, il est menuisier. Okay. Là, je trouve que c'est très intéressant ce parallèle, parce que pour autant, il n'y en a pas un qui est plus intéressant ou plus cultivé que l'autre. Bien sûr. En fait, je trouve que ta capacité à apprendre, elle est infinie. Et je trouve ce qui va montrer également derrière quelqu'un d'intéressant, tu vois, de cultiver toutes ces choses-là, ta capacité à apprendre tout au long de ta vie, tu vois. Parce qu'il y a des personnes, je les vois, elles s'arrêtent presque d'apprendre à 25 ans. Tu leur vois 10 ans après, il n'y a pas trop de knowledge en plus, tu vois. Alors que par contre, t'en as, certes, ils ont peut-être drop out l'école à 20 ans. Par contre, d'un seul coup, tu les revois 5 ans après, tu te dis, mais t'es parti où, toi? Ouais, mais clairement. Et ça, je trouve que c'est une grande valeur. C'est cette notion de curiosité infinie. Ouais. Et en fait, tu peux avoir un très bon diplôme. Si tu penses que ton éducation s'arrête quand t'as un putain de tampon sur un papier, c'est que t'es débile, quoi. T'as perdu, quoi. Tu vois. Et plus j'apprends des choses au fur et à mesure de mon parcours, plus je me rends compte que je sais rien, en fait. Oui. Et ce qui est marrant, c'est que quand t'as pas de vrai diplôme reconnu de trucs, alors si j'étais déjà un master, mais putain de tampon, je m'en fous, quoi. Tu vois. Mais quand t'as pas de diplôme grande école reconnu, etc., tu te dis, en fait, je vais chercher la connaissance ailleurs et je vais chercher la reconnaissance ailleurs, en fait. Tu vois. Ouais, complètement. Je suis pas certifié truc, mais je vais être certifié business parce que j'arrive à monter des boîtes. Tu vois. Tu sais, c'est un truc très simple. Tu étais sales et moi, par exemple, je suis aussi de base et on le voit bien, tous les sales ou quoi. Il n'y a pas de diplôme être commercial, Non, tu vois. Ça n'existe pas. Ouais, pas. Et en fait, il n'y a pas besoin d'en avoir, tu vois. Et donc, en fait, je remarque également que toutes les personnes qui ont une très grosse appétence, par exemple, pour la vente, qui font ça depuis toujours ou quoi, ils sont pas à chercher les diplômes parce que déjà, de base, en fait, ça n'existe pas pour ça, réellement, tu vois. Ouais. Donc, clairement, ouais. En vrai, je suis convaincu que 90% des diplômes t'achètent du statut, en fait. Et tu dis, je suis tamponné par truc. Totalement. Et en fait, la vérité, c'est que le marché s'en branle, quoi. Enfin, je veux dire, tu vois, à compétences égales, tu vas dans une boîte, t'as pas de diplôme, mais t'as une dalle infinie pour faire du sales face à quelqu'un qui est tamponné, mais qui se touche et qui pense que parce qu'il a un diplôme, il va être payé 100K sans rien faire. Voilà, exactement.
En vrai, et encore une fois, je généralise pas, tu vois. Ouais, non, mais totalement. Mais il y a un délire de statut. Moi, je l'ai bien vu. Hein. D'ailleurs, quand je suis parti de l'ESSEC, 90% des gens de l'ESSEC ont arrêté de me considérer. Ouais. En mode, OK, bas peuple, toi, t'es pas certifié. Ouais. Et ce qui est drôle, c'est que maintenant, 7-8 ans après, il y en a qui m'appellent pour me dire ouais, est-ce qu'on peut se connecter parce que je vois que tu fais des tunnels de vente, ça a l'air de bien marcher. Ouais, totalement. Et moi, je suis en mode va te faire foutre, en fait. Tu vois. Je suis pas rancunier, en fait, mais je suis pas con. Ouais. Tu vois. Donc, c'est drôle. Et ça prouve bien ce truc de preuve sociale où, en fait, les gens sont entre eux, dans un petit cercle, tu vois. Et dès que tu sors de ça, en fait, t'es un peu stigmatisé et t'es un peu. Et les gens que je rencontre maintenant, avec qui je m'entends très bien à niveau business et niveau perso, c'est très souvent le même type de profil. Ok. Des gens qui ont décidé de ne pas faire comme la norme l'entendait, sans forcément être des punks débraillés, tu vois, mais qui se sont affranchis de règles bidons édictées par un système et qui se sont dit, OK, je fais à ma manière. Ça plaît pas, c'est pas grave. C'est comme ça, quoi. Et en fait, ces personnes-là, très souvent, on pense qu'elles sont entêtées, tu vois, parce que tu te dis, attends, elles font envers et contre tout, etc. Pas du tout. C'est des personnes extrêmement ouvertes qui savent une chose, c'est qu'elles savent rien et qui passent leur temps à se connecter, à s'enrichir intellectuellement, à apprendre de nouvelles choses, etc. Et je pense que ça t'apprend beaucoup de choses par rapport à l'humilité, en fait. Tu vois, tu dis, j'avance petit à petit, mais j'apprends tous les jours. Ouais, carrément. Et je le vois. Alors oui, après, j'ai aussi des potes qui ont diplômes divers, etc., qui sont bien, tu vois. Mais il y a ce truc de... Le diplôme, on s'en branle, en fait, on s'en fout, t'en as pas besoin. Comme je te dis, c'est un putain de bout de papier. Ça justifie pas ta valeur. Et ce qui est marrant, c'est qu'en fait, je le dis et j'insiste dessus parce que je vois plein de personnes qui se lancent, qui veulent pas forcément faire d'études, mais qui sont en panique de se dire, attends, je vais me lancer, mais j'aurai pas de diplôme, comment je fais? Ouais, carrément. Je suis en mode, en fait, c'est à la dalle, quoi. Tu vois. Et maintenant, avec les leviers actuels, notamment Internet et les audiences, tu peux. Le savoir et la connaissance. Tout est accessible en 3 clics, tu vois. Donc, alors après, il faut trier le vrai du faux, machin, etc. Bien sûr. Et se faire son propre avis et son opinion. Et mettre en pratique. Parce que c'est pas en prenant des formations, en lisant des bouquins que tout va popper, mais ça te donne des steps pour avancer. Donc voilà, en fait, finalement, tout ça pour dire que tu vois, moi, je suis plein d'optimisme, en fait, et tous les profils que je rencontre au quotidien, il y a une variable qui fait la différence. Enfin, il y en a 2, les gens qui ont une dalle infinie et les gens qui ont une empathie infinie et réussissent bien dans le business. Généralement. Si on revient au Sales Lab, là, aujourd'hui, toi, c'est quoi un peu votre process, votre cycle de vente, de l'acquisition jusqu'à la conversion? Est-ce que c'est quelque chose justement que tu préconises après aux boîtes ou aux entrepreneurs que tu accompagnes? Explique-nous un petit peu. Nous, le modèle est particulier. En fait, on est en full inbound. Donc on prospecte pas. Les gens viennent directement. Les gens viennent à nous via l'audience qu'on a sur LinkedIn essentiellement. Là, je viens d'ouvrir un peu Insta pour aller tester et on va tester un peu d'Ads justement pour s'ouvrir avec une belle perspective. Avec une belle landing. Avec belle landing, Ads un peu sympa, etc. Webinaire, enfin, on va tout tester, tu vois. Pour s'amuser, nous, on est en mode explorateur. Tu vois, on veut tout tester et on veut surtout amener de plus en plus de perfs à nos clients. Et en fait, ce qu'on vend à nos clients, c'est que des choses qu'on a mises en place nous-mêmes. Tu vois. Je trouve ça absurde en fait de vendre un truc que tu n'as pas testé à titre perso. Donc là, pour l'instant, ce qu'on vend, c'est des systèmes de conversion et des funnels de conversion basés sur de l'inbound parce qu'on sait comment ça fonctionne et maintenant, on l'a fait X fois, donc on sait qu'on peut le dupliquer. Mais ce truc d'ads, webinaire, etc., pour aller chercher plus de scale, on l'a jamais fait, donc on va le tester à titre perso et après, on verra ce qu'on en fait. Donc voilà, mais le modèle est particulier parce qu'on a des audiences qui sont pas énormes d'ailleurs. On a peut-être 40 000 abonnés à 2 avec mon frère. Ce qui est quand même bien sur LinkedIn. C'est cool, mais c'est pas énorme, tu vois. On doit faire peut-être 18-20 millions de vues à 2 chacun par an. Donc c'est quand même cool. Et du coup, on n'a que des demandes entrantes. On a 30% du business qui va rentrer en découvrant par LinkedIn, par nos posts, et 70% par le bouche-oreille. Sachant qu'en gros, notre grosse activité, c'est ces fameux funnels de conversion qu'on met en place pour des boîtes, mais ça, on communique jamais dessus. C'est un truc qui se remplit 3-4 mois à l'avance que par du bouche-oreille. D'accord. Les trucs sur lesquels on communique sur LinkedIn, c'est plus le côté solopreneur, les systèmes pour solopreneurs, la formation, etc. Tu vois, que je vois plus comme un programme d'ailleurs, tu vois, d'accompagnement. Mais donc voilà, donc ça marche comme ça. Mais du coup, c'est très particulier parce que tu es aussi dépendant de l'algo. Est-ce que tu es plus ou moins visible? Et tu es dépendant du bouche-oreille. Alors nous, on sait que maintenant, on étale, tu vois, et on a X demandes, donc du coup, on les étale mois après mois. Bien sûr. Mais c'est un truc qui est compliqué à mettre en place au début en kick-off, tu vois. Donc voilà, donc c'est un modèle particulier qui a un avantage, c'est qu'en termes de puissance sales, tu closes jamais. Parce qu'en fait, les gens viennent te voir et ils sont déjà convaincus. Ils sont closés, quoi. Ils ont vu la valeur que tu as apportée, etc. Et c'est pas vraiment un closing, tu vois. C'est en mode, bon, bah voilà, je veux qu'on bosse ensemble. C'est un onboarding, quoi. C'est exactement ça.
Ou alors en fait maintenant on refuse quasiment 50% des demandes quand on sent que ça ne fit pas. Il y a plein de paramètres maintenant qu'on a en tête, tu vois. Là c'est le choix du roi, quoi. Ouais, c'est ça, tu vois. Et donc déjà on prend pas les clients qui sont chiants et qu'on sent relou, on prend pas. Okay. Et après sur la partie programme, formation, accompagnement, etc. On regarde si ça fit vraiment avec le business. Donc on fait que du service B2B, le reste on prend pas parce qu'on maîtrise pas autant. Donc voilà, et on prend pas les gens casse-couilles, quoi. On prend pas les gens pas d'éther, finalement on prend un peu des gens dont le parcours nous parle, qui nous touche un peu dans le sens où tu vois, je me dis putain, chambé, ça aurait pu être une trajectoire que j'aurais pu prendre. J'ai envie d'aider cette personne d'avancer, parce que tu vois, c'est pas un programme full digital, tu te démerdes et tout. Il y a une heure de coaching en plus, t'as une communauté, t'as des lives, etc. Sûr. Donc t'as un accompagnement. Et notre but, tu vois, pareil, ça on n'a jamais voulu le scaler. On pourrait le scaler en disant c'est que du digital et on prend une team qui fait des trucs, etc. C'est pas un souhait. Et non. Non, on veut pas spécialement scaler, tu vois. Là, on va tester les ads, c'est par curiosité presque. Mais vous êtes bien à 2, finalement, c'est quoi ta vision là? Parce que là, c'est quoi le recul? 2 ans, un peu plus de 2 ans d'activité? Ouais, un peu plus de 2 ans. Tu t'imagines comment là dans 2025, 2 ans plus tard? J'en ai aucune idée. C'est vrai? J'en ai aucune idée. Il y a 2 variables qu'on regarde. Enfin 3. 1, le cash qu'on génère. Est-ce qu'on fait une petite croissance? Est-ce qu'on est plein tous les mois, etc. Machin. Là, pour avoir un ordre d'idée, le SaaS Lab aujourd'hui sur une année en 2022, c'est quoi en termes de CA? 2022, on doit finir à 650-700 000 euros, un truc comme ça, à peu près, en encaissé. Ça. Et on va faire un peu plus cette année, je pense. Je sais pas. Moi, j'en sais rien, tu vois. Mais en plus, on traque rien. Enfin, on sait qu'on rend du cash. En fait, si tu vois, c'est le premier indicateur, c'est le cash qu'on rentre. Est-ce que ça se remplit ou pas? On le voit. Deuxième truc, c'est le retour de nos clients. Tu vois, on veut 100% de satisfaction qu'on n'aura peut-être jamais. Mais dès que quelqu'un n'est pas satisfait, on essaie de trouver des leviers pour aller plus loin. C'est déjà arrivé, tu vois, des personnes qui disent ouais, bon, c'est cool, mais pour moi, il me manque ça. Il te manque ça, ok, on va le faire. Tu vois, là, on avait juste les cours, plus une heure de coaching. Les gens nous ont dit ouais, une communauté, ce serait cool. Ok, on a créé une communauté. Et on est en train de lancer ça. Après, on nous a dit ouais, ce serait bien des sortes de Q&A en live et tout. Ok, toutes les semaines, on va te mettre un live Q&A tous les vendredis soirs à 17h. On va te foutre une plateforme. Et on va échanger, machin, sur le truc. Donc en fait, on améliore le produit petit à petit. Les gens ne paient pas plus, mais ils ont plus de résultats. Donc, meilleure expérience client, quoi. C'est ça. Donc deuxième, c'est ça. Troisième, c'est le kiff, le niveau de kiff. C'est-à-dire qu'il y a un mois, on a un des plus gros mois. On a fait vraiment beaucoup de cash. Quand tu as lancé ta formation, non? Non, c'était il y a 1 an. On a pivoté entre 2 produits et j'ai pris plein de monde en accompagnement parce que je voulais absolument, je sais pas pourquoi, envie soudaine de scaler. Et du coup, je prends 100% des demandes quasiment. D'accord. Donc on fait un mois de ouf. Et en fait, la dose de kiff... elle était minime parce que tu étais sous l'eau, non? Ouais, sous l'eau. Et en fait, là, tout le monde nous dit, les gars, recrutez. J'ai pas envie, tu vois. Ah ouais? J'ai pas envie. Pourtant, t'as connu le kimono, l'esprit d'équipe, la team, tout ça, et là, t'as pas envie, toi, de le mettre en place Non, en fait, je bosse avec mon frère, on est bien. J'ai un deuxième frère qui est en train aussi de monter ses petits projets, etc., qu'on en demandera sûrement dans quelques années, tu vois. Quelques mois, peut-être, je sais rien. Mais petit frère encore? Ouais. 10 ans d'écart. 10 ans avec Maxime ou avec toi? Non, j'ai 8 avec Max et 10 ans avec Adrien, du coup, qui est deuxième. Et je vois pas ça en mode business qui va scaler à tout prix, où on va embaucher, etc. Alors peut-être que je me trompe et que dans 3 mois, on va changer d'avis, tu vois, mais pour l'instant, on est bien. On a des clients chambés. On kiffe, tu vois. T'as une audience qui se développe, tu fais des projets chambés. J'ai pas de raison de recruter, tu vois, et de me dire, tiens, je vais mettre un process de RH. C'est intéressant. Le fait de juste de te contenter et d'être bien avec ce que tu as, justement, et de pas vouloir aller chercher plus gros. Pour, comme tu disais, par rapport à la dose de kiff, t'amener plein de contraintes, quoi. Après, on pourrait peut-être kiffer, tu vois, et j'ai plein de potes qui montent des boîtes qui kiffent énormément. Ouais, bien sûr. Mais nous, la vision, c'est pas de faire une licorne. Je serais peut-être pas capable, tu vois. C'est pas de faire une grosse boîte. C'est juste de faire une boîte où, en fait, tu as un petit scale, notamment lié à l'audience, tu vois. Tu bosses avec des gens que tu kiffes. Alors si, par exemple, tu vois, je bosse beaucoup avec Fabien Ferreira, qui est un bon pote. On bosse souvent à 3, tu vois, avec mon frère et Fab. Mais c'est pas vraiment une boîte. Chacun a sa boîte. Vous êtes tous, en fait, autonomes. Et vous travaillez, c'est plus un collectif. C'est quasiment un collectif, tu vois. Et donc, à la limite, si on ferait une boîte, ce sera 3, quoi, tu vois. Et avoir après avec quelques partenaires à côté de confiance. Mais en fait, je suis en mode, je vais pas me structurer le truc et me dire, t'as une boîte, t'as un process de recrutement. Non, c'est qu'il y a des gens qui sont charmés, qui sont cool, qui sont talentueux. Et tout le monde a sa liberté, en fait. Chacun a sa liberté, tu bosses avec eux, t'as pas à te faire chier avec des contrats, des trucs. Après, c'est une vision très perso et peut-être que dans 2 ans, ça changera, ou dans 3 mois, 6 mois, j'en sais rien. Mais pour l'instant, on est bien. Et je pense qu'en fait, moi, au début, j'ai toujours cherché le scale, absolument.
Monter des boîtes qui marquent, à faire des millions. Et ce truc un peu de quête. Qui nourrit l'ego. Qui nourrit l'ego. Et surtout le fait de dire, mais attends, imagine ce que vont penser tes potes si t'as une belle boîte. Bien sûr. Si tu passes un peu dans les concours de trucs, machin. Et un jour, je suis tombé sur cette notion de prestige vs profit. Donc moi, si tu veux, par exemple, par rapport au profit, à l'argent, j'ai un rapport très simple. C'est que c'est un véhicule. Au début, tu dois en gagner pour t'acheter de la sérénité et t'acheter ton train de vie. Et après, en fait, ça t'offre des options. Tu vois, les options de pas bosser et de partir avec ta famille pendant 3 semaines quelque part, découvrir des pays, ou d'aider des gens que tu vas accompagner. Ou par exemple, tu vois, tu facturais à l'époque du coaching, bah là, tu le fais gratos parce que tu veux aider telle ou telle personne. Ouais, ok, d'accord. Tu vois, donc ma vision, c'est ça. Donc en fait, mon but, c'est pas d'avoir de plus en plus de pognon, je m'en fous. C'est juste d'avoir de plus en plus d'options. C'est un peu ma vision du truc, tu vois. Et donc, si tu veux, je me disais, c'est prestige ou profit. Prestige, c'est en gros, tu fais un truc prestigieux, tous tes potes te regardent en mode, ouais, putain, c'est top, t'es reconnu, etc. La fame. Mais tu peux ne pas faire de cash. Ouais. On le voit, hein. Il y a beaucoup de licornes, elles dégagent aucun profit. Et au-delà des licornes, t'as des gens, moi j'en vois encore, je sais pas les citer, mais des gens qui me critiquaient un peu à l'époque quand je me suis lancé, et je les vois, alors, ils ont des belles boîtes, ils ont des beaux sites, des shiny et tout, tu vois. En fait, quand ça creuse, les mecs ils perdent 200 000 euros par an. Ouais, c'est ça, bah ouais, ils sont en déficit et tout, tu vois, et ils se payent 1000 balles par mois, tu vois. Donc ça, c'est le prestige. Et à côté, t'as le profit. C'est-à-dire monter des boîtes qui ont peut-être moins d'ambition. Et je dis pas qu'il faut absolument monter des petites boîtes, mais des boîtes qui peuvent être des boring businesses, tu vois, le truc un peu chiant, où tout le monde te dit, ouais, tu montes ça et tout, ouais, t'es mignon. Ouais, sauf qu'écoute, mon truc, c'est un petit truc, ça me génère du cash, j'ai une bonne liberté, je bosse avec des gens que je kiffe, mes clients me font pas chier, je suis très content comme ça. Et j'ai pas besoin de plus, tu vois. Et ce qui est marrant, c'est que le profit peut t'amener le prestige après. Ouais. Okay. Mais le prestige seul t'amène rarement juste le profit. Donc c'est une question d'équilibre entre les deux, tu vois. Et ça me fait plaisir parce qu'on entend de plus en plus parler de ces notions de rentabilité. Avant, on ne jurait que par rapport au CA, par rapport au levé, etc. Et si tu n'avais pas levé 2 millions, tu étais un tocard. Et maintenant, on commence à regarder un peu la renta. Et on se dit, tiens, il y a des business qui paraissent pas super sexy, mais les gens ont l'air heureux, ils ont l'air de générer du cash. Ça, c'est le plus important. Tu vois, est-ce que tu veux absolument une licorne qui peut être endettée ou est-ce que tu veux un poney qui crache du cash, quoi. C'est un peu ce que j'ai dit il y a quelques temps. Et encore une fois, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise solution. En fait, c'est très personnel. Ouais, totalement. C'est pour ça que je suis convaincu que les grandes phrases toutes faites, c'est très souvent des conneries, tu vois. Mais par contre, chacun peut avoir sa conviction. Et moi, ma conviction, c'est que le but, en fait, c'est d'être heureux dans ta vie, d'arrêter de faire le chevalier vaillant à vouloir absolument sauver le monde, tu vois, et créer des boîtes extraordinaires. Et ma conviction, c'est que c'est beaucoup plus facile d'avoir des petites réussites ordinaires, mais très rentables, qui t'offrent une très bonne qualité de vie, que de créer un truc monstrueux. Tu vois, si tu veux, je pense que tu as 0,001% de chance de créer une boîte à 1 milliard, mais tu as 90% de chance de réussir à créer un business qui te génère 4-5 000 euros de revenus nets par mois. Tu vois, c'est un beau revenu, c'est solide, tu vois, mais c'est faisable. Et donc voilà, donc moi, ce que je trouve cool, c'est ces petites réussites ordinaires. Et encore une fois, c'est très bien de monter des grosses boîtes et j'ai un profond respect pour les personnes qui arrivent à monter des grosses boîtes. Mais je pense que tu as plein de personnes qui, par volonté de réussir aux yeux des autres, se disent il faut que je monte une grosse boîte. C'est comme les gens qui se mettent CEO sur LinkedIn. Il y a une personne dans la boîte, c'est eux, ils sont en mode en statut auto-entrepreneur, tu vois. C'est vrai. Et en fait, pourquoi tu mets CEO ? Mec, t'es auto-entrepreneur et ce que tu fais, c'est chambé. T'es hyper compétent ou compétente, c'est ok, tu vois. Mais arrête avec ton truc de CEO de moi-même, tu vois. Ouais, je comprends. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, je trouve ça parfois un peu absurde. Alors après, on va dire oui, j'ai la vision de vouloir devenir CEO. Oui, mais tu l'es pas. Donc, je suis entrepreneur et je fais ça et c'est ok. Ouais, carrément. Donc ces trucs de statut et de prestige, tu vois, parfois ça nous fout un peu dans le ravin, quoi. Parce qu'on va pas chercher les bons indicateurs et on va chercher à gagner des concours, à gagner des prix, avoir des parutions ici et là, mais le business à côté il tourne pas et tes clients ils kiffent pas. Donc c'est une question de balance entre les deux, tu vois. Top. Écoute, on arrive à la fin de ce podcast. Thomas, c'était très intéressant. Je pose une question à tous mes invités et je vais te la poser. Le podcast s'appelle Deal, l'art de la vente. Selon toi, avec ta propre définition, c'est quoi un deal ? Un deal, c'est un accord entre deux personnes qui doivent être sursatisfaites autant l'une que l'autre. C'est-à-dire la personne qui est à l'origine du deal, en fait, qui propose le deal, doit s'y retrouver financièrement, doit avoir un client pas chiant, pas avoir de galère. Et ça doit l'aider dans sa croissance. Et la personne en face qui commande, qui contracte en quelque sorte, doit être satisfaite au-delà de la norme. Et un deal, c'est un truc win-win en fait. Un deal, souvent, on le pense en mode je l'ai closé.
En fait, je suis en position de force, j'ai closé cette personne. Maintenant que le cash est là, je m'en fous. Un deal, c'est pas ça. Le boulot commence maintenant. Voilà. Un deal, c'est un win-win. Ouais. Et un deal, par définition, il se répète. Un bon deal, en tout cas, il se répète. C'est jamais un truc one-shot. Ce qui veut dire que tu as une obligation de résultat et une obligation de care et d'apporter de l'attention, en tout cas, à la personne que tu accompagnes. En tout cas, à chaud, c'est ma définition. Bah, écoute, je la partage en tout cas. Merci Thomas, c'était vraiment top. Et je te dis à bientôt. À bientôt.